cette réunion qu'on appelle, que j'intitule en gros, un forum d'inclusion sur le thème de sortir de l'échec, de la spirale de l'échec pour celle de la réussite. Donc en fait, moi je me présente, il y en a qui me connaissent un peu, certains ne me connaissent pas, mais je m'appelle Ruzi et donc j'habite à Jules Vallès depuis 2014, je pense, depuis la naissance de mon avant-dernière fille. Et je suis responsable d'une association qui s'appelle les Forces Républicaines. Alors attention, c'est pas un parti politique, hein. C'est une association citoyenne. Et notre objectif, en gros, c'est de pouvoir aider en fait les jeunes, notamment à prendre conscience de leur citoyenneté dans le pays pour être des forces pour la République. Donc des jeunes comme vous, des jeunes un petit peu plus âgés, etc. Et grosso modo, on organise des réunions. Donc des réunions qui sont à caractère social, comme celle qu'on fait là, à caractère citoyen et à caractère professionnel. Et on travaille avec différentes associations. On a travaillé par exemple avec la fabrique de Longjumeau, on travaille avec la mairie du 19e par exemple, pour mettre en place des actions comme ça pour aider les jeunes à prendre conscience en fait des choses. Donc c'est pas toujours facile de mettre en place ce genre d'action. Pourquoi? Parce que vous connaissez un peu le contexte, les jeunes, on leur parle, des fois ça rentre, et des fois ça reste pas, ça ressort de l'autre côté. Et mais tant bien que mal, on a des choses intéressantes à leur dire, et à chaque fois que nous on fait des événements, et ben en fait on prend des acteurs importants, des acteurs connus, ou des acteurs qui font des choses sur le terrain social, pour parler à cette jeunesse. Et donc là, du coup, j'ai choisi en fait des acteurs en fait qui sont des acteurs qui connaissent le milieu, qui connaissent les réalités. Donc on a Hero Nkoubili qui est influenceur sur les réseaux sociaux et qui est aussi dans l'entrepreneuriat, etc. Donc lui aussi il a un parcours de vie assez intéressant. Vous allez voir, vas-y rentre. Vous allez voir, il a un parcours de vie assez intéressant et tout, et ça va être fort de l'écouter. Et on a ici donc Moussa qui travaille dans une ONG, donc une organisation non gouvernementale qui vient en aide aux migrants. Et il a eu notamment aussi la particularité au Bangladesh d'avoir été emprisonné parce qu'il aidait les Rohingyas qui sont une minorité musulmane au Bangladesh, et il a payé entre guillemets de sa liberté pour venir en aide à ces populations. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, ce sont des gens qui ont un vrai témoignage. Vas-y, rentre. Vas-y, viens, il y a de la place. Donc c'est des gens qui ont un témoignage à transmettre. Oui. Ouais, tout à fait. De toute façon, il va en parler, et vous allez écouter son témoignage, est vraiment saisissant. Mais voilà, c'est-à-dire il y a des choses à transmettre en fait à la jeunesse, et il y a des gens qui ont vécu des choses parfois très compliquées et qui ont souffert jusque dans leur âme des difficultés, et qui du coup ont des choses à transmettre en fait aux jeunes. Donc, effectivement, j'aurais aimé qu'il y ait davantage de jeunes qui aient écouté ce message, mais ce n'est que la première, et on va continuer à travailler le terrain. Il y a beaucoup de jeunes avec qui je parle dans le quartier, mais qui ne sont pas encore là et qui vont peut-être arriver. Mais on les travaille au corps, comme on dit, pour transmettre donc ces us et ces coutumes qui sont fondamentales pour aider ces jeunes à prendre conscience d'un certain nombre de choses. J'y reviendrai par la suite. Donc, je vais laisser la parole à Hero, donc qui va se présenter, qui va nous donner un petit peu son témoignage. Donc lui aussi qui vient de quartiers difficiles, et comment est-ce qu'il s'en est sorti. Et puis après, ce sera au tour de Moussa Ouliakou. On accueille Hero par quelques applaudissements. Ou avec un H, sans le H, écrivez-le comme vous voulez. Je m'appelle Hero, c'est E-R-O. J'ai 36 ans. Et lorsque Rudy m'a appelé pour venir justement à cet événement, à ce forum, pour partager entre guillemets mon expérience, mon parcours de vie, aussi bien scolaire ou dans le milieu de l'entrepreneuriat, quand j'ai vu le thème justement où passer de la spirale de l'échec à celle de la réussite, je me suis moi-même senti concerné. Alors moi j'ai eu un parcours assez atypique. Je suis pas né en France, je suis né au Congo. Quelqu'un connaît le Congo? Ouais. Tu connais? Ok. T'es congolais? Non. Non, mais
suis né au Congo et je suis arrivé en France à l'âge de peut-être 4 ans, 3 ou 4 ans. Et puis quelques années après, à l'âge de 8 ans, je suis parti au Canada. Et à 12 ans, 12-13 ans, je suis revenu en France parce que voilà, j'aimais la France. Je préférais la France, rester en France et puis avoir un bon parcours en France qu'au Canada. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai eu un parcours assez... Dis-nous tout. On va rentrer dans le vif du sujet dans le domaine scolaire. Quand j'ai vu passer de la spirale de l'échec, quand je me suis arrêté à ce mot échec, dites avec moi échec. 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 Échec et maintenant. Quand je me suis arrêté sur ce mot, je me suis rappelé toutes mes années scolaires. Et vois-tu, toutes mes années scolaires, à l'heure où je vous parle, moi, je n'ai pas réussi tous mes examens. Alors, arrivé au collège, bien entendu, le brevet, je ne l'ai pas eu. Et je n'en suis pas fier aujourd'hui. Non pas parce que je n'étais pas capable, non pas parce que je ne suis pas ou je n'étais pas intelligent, mais parce que je ne travaillais pas. Et parce que je n'allais pas à l'école, je n'allais pas en cours. Pourquoi? Je vais en venir, je vais arriver tout de suite savoir le pourquoi. Et j'ai échoué au brevet. Et c'est à ce moment-là où je suis rentré dans la spirale de l'échec. Parce que l'école, c'était pas mon truc. J'aimais pas l'école. Ça me fatiguait d'aller m'asseoir et d'entendre une prof, et en plus qui ne croyait pas en moi et qui me rappelait Madame Benoît, ma prof d'histoire. Oh là là, je me rappellerai toujours d'elle. Madame Benoît. Et Rose, vous allez finir au McDonald's. Je me souviendrai toujours de cette phrase. J'aimerais bien un jour la rencontrer et lui donner ma carte de visite. Et au collège, ce qui se passait, c'est en entrant dans cette spirale de l'échec, j'étais entré dans un engrenage. Et qui dit engrenage dit dans un groupe, dans un gang, dans un entourage, dans un groupe de personnes où il y a des hommes, des garçons qui t'influencent, qui ont plus de personnalité que toi et qui décident à ta place si oui ou non on va en cours aujourd'hui ou pas. En 6e, 5e, 4e, de la 6e à la 3e, tous mes examens échoués. Arrivé au conseil d'orientation, on m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Waouh! C'était la première fois qu'on me demandait enfin mon avis « Qu'est-ce que je veux faire ?» Moi, je veux être président de la République. Je dis non, non, toi par contre, non. Ça va être dans le milieu professionnel, on va t'envoyer dans un BEP hôtellerie-restauration. On avait déjà choisi pour moi. On avait déjà acté pour moi. Bah, que voulez-vous que je fasse? Il n'y a rien à faire. Je me suis dit, tiens, bah, c'est pas si mauvais que ça aussi, hôtellerie-restauration. Je suis entré dans ce milieu, dans le milieu de la restauration, de l'hôtellerie. Et même là, quand je suis entré dedans, il y a une chose que j'ai découvert en moi, que j'aimais, que je savais faire, qui était inné chez moi, qui était bon, que les autres aimaient, que finalement c'était la seule et unique chose qui était importante pour moi. Parce que pendant toute mon année scolaire, toutes ces années, je n'avais jamais reçu un seul encouragement, un seul compliment. Vous allez me dire, mais c'est normal, tu ne travailles pas. C'est vrai. Mais en tant que parent, je suis père de 3 enfants. Mais en tant que parent, c'est pas parce que ton fils échoue une fois que tu ne peux pas l'encourager. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, quand tu échoues, quand il échoue, en tant que parent, le rôle d'un père ou d'une mère ou
enseignant, c'est de dire écoute, tu as échoué aujourd'hui, mais tu réussiras la prochaine fois. Mais il faut que tu travailles. Il faut que tu t'organises. Il faut que tu étudies le soir quand tu rentres à la maison, plutôt que de jouer à la Game Boy. Ça existe toujours la Game Boy ou pas, non? Ah, je suis dépassé. Ah ouais, je suis vraiment dépassé. Je suis pas très jeu vidéo de toute façon. Moi, je joue au Uno, moi. Je joue pas à ces trucs-là. C'est pas mon truc. Et donc, arrivé au lycée, cette chose que j'avais découverte qui était fort chez moi, c'était le relationnel. J'aimais aller vers les gens. Et à chaque fois, le retour que j'avais, c'était bon, c'était très bon, c'était excellent. Les gens aimaient mon relationnel. Ils aimaient mon sourire. Parce que dans la restauration, il faut sourire. Il faut parler, il faut aller vers les gens. Et vous savez quoi? Même là, j'ai échoué. J'ai pas réussi. Alors tu te rends compte, tu es dans un domaine où, pour une fois, il y a une chose qui te fait plaisir, où tu te, entre guillemets, tu découvres une certaine facette de ta personnalité. Le côté relationnel, tu te dis, tiens, je vais le mettre en avant, parce que c'est ça qui est bon chez moi. Et à côté de ça, c'est pas ça qui va te donner un 20 sur 20 en mathématiques, en histoire ou autre. J'ai échoué. Alors je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? J'ai échoué à tout. Du brevet, elle rigolait, elle s'est moquée de moi tout à l'heure. Je t'embête. Du brevet au bac, j'ai tout échoué. Tout. J'ai pas grandi avec mes parents. Alors je me suis dit, mince, je me suis posé la question, ok, j'avais 17 ans, j'allais sur mes 18, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et à cette époque, on parlait beaucoup de, écoute, si tu n'as pas de bac, tu ne peux pas avoir un bon emploi. Si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas espérer décrocher un bon poste. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le risque. À l'époque, je ne sais pas si c'était bon ou pas, mais aujourd'hui, je dis heureusement que j'ai pris ce risque. Je me suis dit, tiens, je vais arrêter mes études et je vais aller travailler. Je vais chercher un travail. Un travail où je vais développer ce talent de relationnel que j'ai en moi. Je vais chercher un truc dans ce domaine-là. Et le seul truc dans ce domaine, c'était la vente. Laquelle? Alors, j'ai postulé à tous les... Ah oui, non. J'ai postulé à toutes les offres. Et là encore, vous savez quoi? J'ai échoué à mes entretiens. Parce que quand on me demandait pourquoi vous et pas un autre, madame, j'en sais rien, parce que moi je m'arrive avant lui. C'est quel genre de question? Pourquoi moi, pourquoi pas un autre? J'en sais rien, tu cherches quelqu'un? Moi je suis là. Et là j'ai échoué à tous mes entretiens. Et un jour je me suis dit, ok, j'ai tellement trop échoué, il va falloir que moi-même, je me coach moi-même, je m'entraîne moi-même, je me forme moi-même. Aujourd'hui, je suis le genre de personne, moi j'aime mon miroir. C'est pas que je m'aime moi, j'aime mon miroir parce que mon miroir a été mon meilleur ami pendant toutes ces années. Parce que tous les soirs, quand je rentrais, ou quand j'étais triste, ou quand je pleurais, je me regardais dans le miroir et je répétais, j'apprenais à parler, je m'entraînais, j'écrivais des speeches, je mettais la télé et quand le journaliste parlait, je répétais la façon dont il s'exprimait. Parce que j'avais décidé de ne pas faire de mon échec une spirale pour ma vie. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait ce déclic là. Parce que c'est possible de sortir de la spirale de l'échec. Oui, c'est possible. Parce que si ce n'était pas possible, je n'aurais pas accepté de venir. Moi, je mens pas, moi. Si c'était pas possible, je ne serais pas venu, j'aurais déjà dit, ah écoute,
Rudy, t'es mon ami, mais non, moi je sais que c'est pas possible, donc demande à quelqu'un d'autre, moi je viens pas. Alors j'ai commencé à m'entraîner devant mon miroir. J'ai commencé à me voir, moi comme un patron, et moi, ici, comme un employé, en plein entretien. Je mettais mon costume, je m'asseyais devant mon miroir et je me parlais tout seul. Oui, je suis un taré. Et j'ai commencé à m'entraîner comme ça. Et un jour, il y a Footlocker qui m'appelle. Vous connaissez Footlocker? Il y a Footlocker qui m'appelle et qui me propose un poste de vendeur. Ben, écoutez, c'était pour moi une opportunité de montrer que les échecs qui étaient derrière moi appartenaient au passé. Alors chez Footlocker, j'ai commencé chez Footlocker, je me souviens, ma première boutique c'était à Saint-Denis. Et Saint-Denis faisait partie à l'époque des boutiques, des magasins où ça chiffrait le plus, où là-bas les vendeurs on les appelait les requins, parce que c'était trop fort. Et moi quand je suis arrivé, au bout d'un mois, 2 mois, j'ai commencé à faire partie des meilleurs vendeurs. Pourquoi? Parce que quand j'arrivais chez Footlocker, je regardais le meilleur vendeur et je me disais, comment tu vends? Montre-moi comment tu vends. Et même quand ils ne voulaient pas me montrer, parce que souvent les meilleurs vendeurs n'aiment pas montrer, n'aiment pas divulguer leurs astuces. Alors ce que je faisais, moi, je passais toujours à côté. Et je l'écoutais. Et moi, je prenais ce qu'ils disaient, et moi aussi j'allais faire. Et vous savez quoi? Bah, ça a marché, parce qu'à côté, moi, je faisais à ma sauce aussi. Footlocker, et dans le milieu Footlocker, les vendeurs qui étaient là, c'est du wesh wesh. Donc le langage, c'est le langage de quartier. Tu quittes ton quartier, tu vas au travail, le quartier te suit. Tu dis wesh à ton patron. Wesh patron, je commence à quelle heure demain? Il te répond wesh, tu commences à 9h. C'était du wesh wesh. Et à un moment donné, j'en ai eu marre du wesh wesh. Non pas parce que c'est mauvais, mais parce que je voulais découvrir autre chose. Parce que j'avais envie de sortir du milieu dans lequel j'étais. Alors j'ai commencé à aspirer à d'autres choses. J'ai commencé à postuler à d'autres postes, à d'autres offres d'emploi. Et c'est là où je suis rentré dans la téléphonie. Vous connaissez SFR? C'est là où je suis rentré chez SFR. Alors, chez Footlocker, je passe d'une tenue de travail, t-shirt, jogging, basket, et j'arrive chez SFR, chemise, pantalon et chaussures. Ma parole, ça me faisait bizarre. Et c'était juste excellent. Et chez SFR, on n'était pas des vendeurs, on nous appelait des conseillers. Waouh! Je suis passé de vendeur à conseiller. Peut-être que pour vous, ça ne veut rien dire. Mais vous savez, pour un jeune qui essaye ou qui se bat pour sortir d'une spirale de l'échec, ces petits changements sont des victoires pour lui. Plus tu acquiers de petites victoires, quand tu additionnes toutes ces petites victoires, au final, tu as une Coupe du Monde. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est merveilleux. Au-delà de ça, après, le parcours professionnel, j'ai continué à avancer. En tant que conseiller SFR, un jour, j'ai conseillé un patron, sans que je me rende compte, qui était rentré dans la boutique pour acheter un téléphone pour sa fille. Et ding ding, qui était son conseiller, c'était moi. Je lui ai non seulement vendu un téléphone, je lui ai vendu la housse, je lui ai mis une assurance, je lui ai vendu des écouteurs, je lui ai tout vendu la totale. Et puis il me regarde et me dit, jeune homme, vous êtes très bon, hein, vous êtes un très bon conseiller. Si j'achète tout ça, c'est pas parce que j'avais envie d'acheter, c'est à cause de votre sourire et votre relationnel. Je me souviendrai toujours. Il m'a sorti sa carte. Je me souviens de son nom, monsieur Noumaroc, le PDG de Ranger France. Je ne sais pas si vous avez connu, si vous connaissez. Il me donne sa carte, il me dit, est-ce que ça vous dit de gagner beaucoup d'argent? Dis pas ça à un jeune comme moi. Ça va pas ou quoi? Moi, beaucoup d'argent. Ouais. Je dis, bien sûr, et comment?
Bah, je recherche des commerciaux. Je dis, mais monsieur, moi je ne suis pas diplômé pour être commercial. Il me dit, il n'y a pas besoin de diplôme pour être commercial, il suffit juste d'être déterminé, d'avoir envie. Et vous savez, cette envie, c'est celle avec laquelle je traîne depuis le début. Et c'est cette même envie, madame, qui m'anime encore aujourd'hui. Cette envie n'est jamais partie. Depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai échoué au brevet, depuis que j'ai échoué au bac, depuis que j'ai échoué à tous mes entretiens, cette envie, elle est toujours là aujourd'hui en 2019. Alors j'ai rejoint l'équipe de M. Noumaroc. Et à l'époque, en tant que commercial, on n'était payé qu'à la commission. Donc ça veut dire que si tu ne vends pas, tu n'es pas payé. Et je rejoins son équipe. Encore une fois, n'oubliez pas que c'est un jeune du quartier qui, quand il écrit en une seule phrase, je faisais 14 fautes. Et en plus, j'étais fier. Ouais, mais c'est moi qui ai écrit ça. Ah ouais, mais t'as écrit, mais ça veut rien dire. Et je n'ai pas honte de le dire. Parce que c'est un témoignage. J'ai rejoint son équipe le premier mois, monsieur. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai fait 2 ventes. Et vous savez quoi? Les 2 ventes ont été annulées parce que les clients n'avaient rien compris de ce que je les avais vendues. Et j'ai été payé ce mois-ci 45 €. Au fait, les 45 €, c'était une prime. C'était la prime de pitié. Mon premier salaire chez M. Noumaroc, 45 €. Ce monsieur m'a dit que j'allais gagner beaucoup d'argent. Mais il m'a menti. Mais tu sais, à chaque fois, il venait derrière moi, le PDG. Non pas le manager. Non pas les responsables. Le PDG lui-même venait. Et il me le rappelait, il me disait, si je t'ai pris, c'est parce que je crois en toi. C'était la première fois où un homme avait mis son espoir sur un jeune garçon comme moi qui était en plein désespoir. Vous savez, quand vous êtes en plein désespoir, il suffit d'une seule goutte d'espoir pour tout changer. C'est pour ça que nous qui avons des enfants, au-delà même de leurs mots, il faut qu'on apprenne à écouter leur comportement. Parce qu'un enfant dans le désespoir ne va pas venir te dire « Papa, maman, je suis désespéré ». Il va le cacher ou elle va le cacher. Et ce monsieur m'a dit qu'il croyait en moi. Et plus il croyait en moi, et plus j'avais envie de me battre. 2, 3e mois, j'ai fait des mois de dingue après, parce que j'avais envie de me, excusez-moi pour le terme, mais de me tuer pour ce monsieur, de bosser pour ce monsieur, d'avoir des résultats comme il faut pour ce monsieur. Et aujourd'hui, après chez M. Noumaroc, il y a eu, vous savez, dans le milieu commercial, quand vous avez de très bons résultats, toutes les autres enseignes sont au courant. Croyez-moi, ça va très vite. Hein. Ils sont au courant. Ah, là-bas, il y a un commercial qui fait du bruit. Ça va très vite. Ça va très vite. Après, j'ai eu Télécom Italia qui m'ont appelé. Ah, on recherche des commerciaux. Après, j'ai eu Bouygues. Après, au fait, tous les opérateurs, je les ai tous faits. Ça, c'est mon parcours scolaire. Jusqu'au jour où j'avais décidé de monter ma propre boîte. Je me suis dit, ok, j'ai eu 17 années d'expérience dans le milieu de la vente, dans le milieu commercial. J'ai un portefeuille client qui est assez intéressant. Moi, madame, qui venait des quartiers. Moi, sans diplôme, sans rien. En parlant de diplôme, quand j'ai atterri chez Bouygues, M. Martinez, qui était mon directeur, il m'a dit, qu'as-tu comme diplôme? Et je lui ai dit, j'ai pas de diplôme. Il m'a dit, écoute, je ne vais pas te prendre à temps plein en CDI. Je vais t'accompagner pour que tu passes ton BTS. Parce qu'avec toutes les expériences que tu as, tu es qualifié, au moins pour moi, passer le BTS. BTS, moi, passer un BTS, mais ça va pas ou quoi? Il me dit, on va le faire en alternance. Un coup, tu seras avec moi, un coup, tu seras en cours,
Et c'est moi qui vais te suivre. Et ce monsieur Martinez est toujours dans mon répertoire. C'est mon mentor aujourd'hui, dans le milieu commercial. Il est toujours au courant de mes changements de statut. Il est toujours au courant de mes changements d'évolution professionnelle. Mais là, c'est dans le domaine professionnel. Parce que faut qu'on parle aussi d'autres domaines. Parce que ce n'est pas uniquement le domaine professionnel pour lequel je suis venu partager avec vous. Parce que quand on parle des jeunes de quartier, quand on parle de la spirale de l'échec, qu'est-ce qui nous mène dans cette spirale? Il y a la drogue aussi. Il y a la drogue. Il y a l'alcool aussi. Ça, c'est pas bien. Moi, je dis souvent, et j'avais tendance souvent à dire, et c'est souvent une phrase que j'aime dire, je suis le fils de mon père. Parce que mon père, je le considère comme mon héros. Mon père, je l'ai toujours mis sur un piédestal, et jusqu'à présent, pour moi, mon père, c'est le top du top. Mais à un moment donné, hein, à force d'avoir côtoyé certains groupes, certaines personnes, certains amis, si je peux me permettre, qui ne sont pas finalement des amis, ces gens qui ont de l'influence sur toi. C'est pour ça que, papa, maman, il faut avoir les yeux sur nos enfants. Parce que l'influence qu'ils ont à l'extérieur, à la maison, tu peux peut-être pas savoir qu'ils cachent de la drogue sous ton matelas. Jusqu'au jour où la police vient casser la porte de chez toi. Alors moi, j'étais le genre qui ne fumait pas. Moi, le fils de papa. Moi, je dis, quand on... Non, ça va pas. Moi, je ne fume pas, j'ai pas besoin de ça. Et mes amis, à chaque fois, me proposaient. Mais tiens, goûte. Oh, mais t'es malade, moi, je touche pas à ce truc-là, mais ça va pas ou quoi? Ça, mais non. Tiens, par contre, moi, tu me sers un verre de Jack, là, je suis content. Et à force de dire non, vous savez que les paroles sont comme des semences. Et il y a eu des moments quand je déprimais ou quand j'étais seul, je repensais encore à ces phrases. Ah tiens, peut-être que si je goûte au moins une fois, ça serait... On ne sait pas, peut-être que, je sais pas, je serais peut-être différent. Parce que comment se fait-il que moi je travaille, eux ne bossent pas, ils sont en train de bicrave. Hein, ça vous parle ce mot. Hein. Ils sont en train de vendre et de consommer, et ils gagnent plus que moi, ils vivent, enfin, mieux que moi, enfin, mieux, après il faut le définir le mieux, hein. C'est pas bien, madame. Mais un jour j'ai dit, ok, madame Kazi, j'ai dit oui, je peux goûter à ce truc. Alors quand on m'a proposé, je me souviens, un ami me dit, ah tiens, au fait, on était en groupe. Vous savez, il y a des moments où, ok, fin de journée, ok, on est au quartier ou en bas de l'immeuble, avec des potes, on est là, on discute, on parle. Ça parle de filles, bien sûr, hein, on discute. Et puis bon, il y a le joint, le pétard, qui fait le tour. Ça tourne, hein? Moi, je vois que ça tourne. Dans ma tête, c'est le feu dans ma tête. Bon, je dis oui, je dis non, ça va être comment? Ça arrive. Je dis oui, je dis non, c'est comment? Au moment où ça arrive, je dis, passe-moi ça. Passe le ouinge. Et j'ai pris le truc au moment où je l'ai goûté, monsieur. Ah, j'ai eu une sensation bizarre. Une sensation de... Comment tu dis? Je sais même pas comment... Une sensation bizarre. Mais tu sais, une fois que tu goûtes à ce truc, tu as encore envie de goûter. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Hein. Vous savez, la drogue, hein, le shit, la bœuf, peu importe, hein, ça peut paraître bon sur le coup, mais ça te détruit les neurones. Vous savez pourquoi je suis en train de dire ça? Il y a... Dans mon groupe d'amis, j'ai un ami, Gaël. Et quand Rudy m'a demandé d'intervenir, j'ai pensé à lui. J'ai dit, tiens, Gaël, en
fumaient ensemble. Lui, madame, lui c'était une cheminée. Il fumait mes lignes et moi je l'imitais parce que il fumait trop bien. Il fume avec style en plus. Il te fait des dessins avec des trucs, de la fumée. Et moi, quand je tire une taffe, je pousse. Lui, il a une maîtrise totale. Non mais c'est incroyable. Alors j'avais envie d'être comme lui. Alors qu'est-ce qui se passait? Moi, à la maison aussi, je m'entraînais à fumer. Et ce qui se passait, on en rigole aujourd'hui. Mais il y a eu aussi des mauvaises choses qui se sont passées. Parce que tu sais, quand tu prends ces trucs-là, tu n'es plus dynamique. Tu deviens lent, tu deviens fatigué, fatigant. Déjà, tu es nerveux. Déjà, le matin, quand tu te réveilles, tu as envie de ce truc, il y a un goût. Tu deviens dépendant de cela. La première chose que tu cherches le matin, c'est où est ma drogue? Avant de parler à qui que ce soit, attends, on se parle après. Il faut d'abord que j'aille chercher mon truc. Je cherchais des 10, des 20 euros partout pour aller au terrain, aller chercher le truc. Et ce jour où j'ai vu l'état de Gaël, Gaël, il est devenu complètement fou. Complètement fou. Vous savez pourquoi? C'est qu'il y a une répercussion, la drogue a une répercussion négative sur le cerveau. Ça te bousille le cerveau littéralement. Tu ne peux plus réfléchir. Tu sais, tu as souvent des trous même tu oublies. Tu oublies que tu avais un rendez-vous important. Le nombre de rendez-vous importants que j'ai oublié à cause de la drogue. Le nombre d'entretiens que j'ai pas voulu y aller parce que la drogue m'avait fatigué. J'ai dit, écoute, c'est pas grave, tant pis. Le nombre d'opportunités que j'ai loupées à cause de ce truc. Et tu sais, quand tu rentres dans ce domaine, dans cette spirale de l'échec de la drogue, pour t'en sortir, oui, c'est difficile. Si tu ne changes pas ton entourage. Parce que si tu restes dans le même entourage, tu sais, tu as beau avoir la volonté ou même le déclic, mais à un moment, ton déclic va refaire clic et tu vas retomber dedans. Alors j'ai commencé à changer d'entourage. Alors comment? J'ai commencé moi à chercher des personnes qui pourraient m'emmener un peu plus loin. C'est pour ça qu'aussi en tant que parents, on doit veiller à l'entourage de nos enfants. Qui entoure tes enfants quand tu n'es pas là? Avec qui tes enfants parlent? En venant, je parlais avec ma fille en visio. Je dis, ça va chérie, hein, tu fais quoi? Elle dit, non, je parlais avec ma copine. Ah, d'accord. Vous parlez de quoi? Oui, je veux savoir. Vous parlez de quoi? C'est quelle copine? Moi, je suis ton père, je veux savoir. Ah oui. Ah non, c'est ma copine de l'école. Quelle école? Là où tu es ou là où tu étais? Non, mais on rigole. Mais c'est vrai. Non, c'est important parce que quand les parents ont le dos tourné, c'est là aussi où les enfants aussi sont influencés par les gens de l'extérieur. Alors moi, j'avais un problème. J'avais du mal à me défaire de mon entourage. Alors c'était de la drogue, c'était des soirées. Et je changeais de copine. Mon Dieu, j'avais des copines partout. Chaque ville, j'avais une copine. J'avais 8 copines. T'imagines, 8 femmes. Mais je vais là, mais vous savez quoi, je ne suis pas fier de le dire. Parce que la drogue, à cette époque, te fait faire n'importe quoi. Tu es inspiré à juste faire du mal. Parce que ces filles n'avaient rien demandé, parce que à ces filles, chacune pensait que j'étais à elle. Je mentais.
Ah, mais comment t'as fait pour ton défaire? Et non, pardon. On ne va pas rentrer là-dedans. Non, parce que j'ai vu la question là-bas. Mais... Non. Bah, grosso modo, comment j'ai fait pour sortir de ces relations de filles, c'est ça que tu veux savoir? Oui, oui, oui. Au fait, c'est simple. À un moment, c'est 8 copines, c'est 8 filles. J'ai commencé à ne plus donner de nouvelles. Tout simplement pour elles. Mais non, pour la spirale de la drogue, je l'ai dit, c'est changer l'entourage. Parce que moi, mon entourage, tous se droguaient. Parce que tu ne peux pas aider quelqu'un à sortir du milieu dans lequel il est, si toi-même tu es dedans avec lui. Alors il a fallu que moi, je m'éloigne, pour que eux, aujourd'hui, souvent quand ils m'appellent, même souvent quand ils commentent mes statuts sur Facebook, ils disent non, héros, toi, ouais, là, et puis là, t'as changé. Hein. Toi, c'est pas que moi, je suis plus que eux ou pas. J'ai commencé à me rapprocher de Rudy, un homme de vision. J'ai commencé à me rapprocher d'autres personnes, des hommes de vision. J'ai commencé à me rapprocher des entrepreneurs. J'ai commencé à me rapprocher des gens qui étaient droits et intègres. Des hommes responsables. Alors oui, passer de la spirale de l'échec à celle de la réussite, c'est possible. Le mois où, mon plus gros mois, je me souviens en tant qu'employé que j'ai fait, c'était peut-être 3000 et quelques euros. Et aujourd'hui, le fait d'être entrepreneur, d'avoir ma société, je partageais avec quelqu'un et avec mademoiselle Edine qui est ma fiancée, voilà. Et non mais bon, enfin, on va pas appeler, c'est pas le mariage là. et la chose qui se passe, c'est que aujourd'hui, je crois que c'est hier ou avant-hier, notre société a signé un contrat où ce que je gagnais par mois, je le gagne tous les 2 jours. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tu veux sortir de la spirale de l'échec, il faut que tu sois déterminé, il faut que tu quittes ton environnement, il faut que tu changes d'entourage. Et nous les parents, notre rôle à nous, c'est d'encourager nos enfants. Pas seulement nos enfants, mais d'encourager aussi les jeunes des quartiers. J'ai fait exprès de venir avec ma casquette et mes baskets. J'avais pas envie de bien m'habiller, non. Parce que je me suis dit, c'est pas par mon accoutrement que vous devez me juger. Parce que c'est comme ça qu'on se met à juger les jeunes des quartiers. Mais vous savez, derrière leur accoutrement, il y a des garçons qui ont du potentiel, il y a des garçons qui ont du temps, il y a des garçons qui ont de l'énergie, qui ont de l'envie. Et puis à côté, il y a des filles qui ont un avenir brillant. Il y a des filles qui ont des rêves. Il y a des femmes qui veulent aller quelque part. Et notre rôle à nous, c'est de encourager. Que ce soit vos enfants ou même les enfants de vos voisins. Parce que demain, eux, vous le rendront. Voilà. Merci Léo pour ce témoignage. Vous voyez, on dit les choses directement, hein. On ne se raconte pas d'histoire, on est direct. Et ce sont des expériences qui ressemblent à nos vécus à chacun d'entre nous, vécus des jeunes de quartier, des jeunes de Jules Vallès. Donc c'est une promesse de pouvoir s'en sortir. On peut avoir des débuts difficiles, mais lorsqu'on a une détermination, effectivement, que ce déclic vient, on peut déjouer les pronostics et on peut déjouer aussi les statistiques. Voilà. Il y a beaucoup de façons de pouvoir s'en sortir. On peut aussi percer dans les études, et c'est ce qui est important de faire. Les études, c'est quand même la première des choses. Et la détermination au niveau des études, elle doit être totale. Parce qu'il y a encore des statistiques qui disent que 22% des jeunes qui sont bien diplômés, pour le coup qui sont vraiment bien diplômés, mais qui n'arrivent pas en tout cas à tenir des emplois de cadre dans des grandes sociétés, viennent de quartiers difficiles. Donc ça, c'est les statistiques
qui décrit une réalité, qui a effectivement de la discrimination à l'embauche, de la discrimination, je sais pas moi, au développement professionnel. Il y a toutes sortes de discriminations qui existent, mais chacun des jeunes de ces quartiers ont, eux, le potentiel pour déjouer non seulement cette discrimination, mais aussi ces statistiques. Les statistiques, parfois, il faut aussi les faire mentir. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et on a un autre qui est celui de Moussa, qui n'est pas un exemple classique de capacité de pouvoir s'en sortir dans les quartiers. Voilà, c'est un peu différent. Mais c'est aussi important parce que dans les quartiers, les moyens de s'en sortir, c'est pas que de taper dans un ballon. Bon, c'est bien de taper dans un ballon. Mais même dans le foot, c'est compliqué. Je veux dire, parmi tous ceux qui finissent professionnels, tous ne gagnent pas des millions. Et parmi ceux qui gagnent des millions, beaucoup ont été recalés et finalement ils finissent même par traîner au quartier alors qu'ils avaient un potentiel pour aller plus loin. Donc le foot, c'est pas la panacée, c'est pas la voie d'excellence. La musique aussi, c'est pareil. Certains réussissent, certains ne réussissent pas dans la musique. Mais la base, c'est les études, c'est les projets d'entrepreneuriat, etc. Et il y a aussi des fois des chemins qui sortent des sentiers battus, le social, une capacité à pouvoir réussir dans la vie en faisant des œuvres sociales. C'est le cas aussi de Moussa, qui va nous raconter donc son parcours, qui effectivement lui aussi vient de quartier, et comment est-ce qu'il est rentré dans le social, notamment l'humanitaire, et comment est-ce qu'aujourd'hui il s'accomplit pleinement dans l'humanitaire. Merci d'accueillir Moussa par vos applaudissements. Alors moi, ça n'a rien à voir avec Héros, son histoire, elle est vraiment extraordinaire. Franchement, il y a énormément d'enseignements à tirer de son histoire. Je vais essayer d'être concis parce que je me revois énormément dans sa jeunesse, dans son parcours scolaire, dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il a pu vivre avec ses amis dans le quartier ou à l'école, ou de la 6e à la 3e, pareil, on n'a pas eu le brevet, c'est difficile. Et ce que j'aimerais dire, c'est que effectivement l'école, malheureusement, très jeune, très tôt, l'école nous oriente. Ça veut dire va nous orienter professionnellement. Ça veut dire que moi, quand j'ai été jeune, j'ai été orienté directement vers un BEP électrotechnique. J'y connaissais rien à l'électricité, on m'a dit voilà, tu vas aller en électricité. Donc je me suis retrouvé. Alors d'abord, comment je me suis retrouvé en électricité pour commencer? On m'a mis en électricité, je suis parti dans un lycée très dangereux dans le 93. À l'époque, donc il faut savoir, bon, je ne sais pas si ça se passe encore, mais à l'époque c'était des bagarres entre cités, interquartiers. Ça veut dire que je me suis retrouvé dans un quartier, des cités qui se battent entre elles, pardon. Et ils rentrent dans le... Exactement. Ils sont rentrés dans le lycée, ils me cherchaient. J'ai dû changer de lycée. Donc je suis parti dans un lycée BEP électricité, alors que c'était pas du tout pour moi. Il y a des cités qui sont venues pour faire des bagarres. J'ai dû changer de lycée. Et là-bas, après, j'ai passé mon bac. J'ai passé mon bac pro, donc pendant 2 ans. J'ai eu mon bac pro électrotechnique. Ça a été dur, ça a été très dur parce qu'en fait à l'époque c'était BEP en 2 ans et puis après bac pro en 2 ans, donc il fallait passer 4 ans au lycée pour avoir un diplôme, donc électrotechnique. Mais bon, vu que c'était pas pour moi, mais vu que j'avais aucune affinité avec le métier, je me voyais pas travailler dans l'électricité. Donc ce qui fait que j'ai travaillé donc là où j'avais fait mon stage, j'ai travaillé pendant 3 ans là-bas sur place dans une société de dépannage, mais malheureusement c'était une société d'escrocs, donc je ne me voyais pas rester avec eux. Donc ça a été très très difficile. Donc on va dire de 15 ans à 21 ans, ça a été extrêmement difficile dans le sens où j'avais du mal à voir mon avenir, à voir comment j'allais évoluer, parce qu'on m'avait orienté vers une filière dès très jeune âge où je ne me voyais pas du tout. Ça veut dire que toi tu as 12-13 ans, tu as des aspirations, je vais devenir footballeur, comme tu disais que le football c'était une fin en soi pour les jeunes, ou rappeur, mais bon voilà, moi c'était le football. J'avais des vraies qualités à l'époque, j'étais suivi par des clubs professionnels, et malheureusement j'ai été blessé, donc j'ai pas pu continuer plus loin, et j'ai terminé électricien. Alors mon histoire, moi, elle est très différente de celle de Héros. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué, donc j'ai grandi dans un quartier très difficile, quartier à Montreuil dans le 93. Dans le 93, voilà, c'est les quartiers, je vous raconte pas, c'est dur. Avec la drogue, avec les influences des amis.
Et en fait, pourquoi je le rejoins énormément dans ce qu'il dit, dans le quartier, si tu n'arrives pas à trouver les bonnes personnes avec lesquelles tu vas pouvoir te sortir et essayer de te construire, tu vas forcément descendre avec les personnes avec qui tu t'entoures. Même si tu es animé d'une bonne intention, même si toi-même tu n'es pas animé par les mauvaises actions que tes amis font, forcément, si tu traînes avec ces personnes-là, tôt ou tard, tu vas arriver à faire les mêmes actes qu'eux. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé moi au bout d'un moment. Ma vie elle avançait pas forcément, avec l'électricité qui n'était pas forcément bien pour moi, qui rapportait pas énormément d'argent. Je me suis retrouvé avec mes amis, avec lesquels j'ai grandi, avec lesquels j'ai fait la maternelle, le primaire, le collège, puis le lycée. Je les vois, comme il me disait, commencent à avoir beaucoup d'argent. Toi, tu es encore à l'école. Tu vois, ils sont à foutre le cœur en train d'acheter les chaussures. Toi, tu les regardes revenir tous les jours. Et toi, tu es là, tu te dis, au bout d'un moment, tu aimerais bien être comme eux. Comme ils disent, ils ont les plus belles chaussures, ils sortent, ils vivent la vie d'un jeune. Et toi, tu les regardes. Bon, je vous dis ça, ça fait plus de 10 ans quand même. Hein, mais quand tu es jeune et quand tu vois ça, tu as envie de vivre cette vie-là. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais malheureusement, l'exemple qu'il donne, qu'il soit bon ou mauvais, tu es influencé par cet exemple-là. Et arrivé à un moment, tu fais la même chose que eux. Tu fais la même chose que eux, malgré toi, malgré que ce n'est pas toi, que ce n'est pas ton envie à toi, mais tu finis par le faire. Et moi, ce qui m'est arrivé, en fait, là où ce qui m'a sauvé, c'est qu'on a dû déménager. J'ai dû déménager, donc j'ai changé de quartier. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais crié sur ma mère et je disais, t'es en train de cacher ma vie, on change de quartier, là où j'ai grandi, là où on a tout vécu. Et je ne savais pas que là où j'allais changer d'endroit, c'est là où ma vie elle allait commencer à démarrer. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'en quittant le quartier, j'ai quitté toutes les mauvaises influences. Et je me suis refait un nouveau cercle d'amis. Et là, j'ai choisi les personnes avec lesquelles j'allais vraiment, véritablement avancer dans ma vie. En quittant le quartier, en quittant les mauvaises ondes, en quittant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui pouvait m'emmener vers le mauvais chemin, et bien là, c'est même pas moi qui ai décidé de tirer un trait. C'est en déménageant, c'est tout simplement en quittant le quartier, naturellement, je me suis directement mis dans le droit chemin. Et ce qui a fait que, un bon jour, alors après mon histoire, elle est très longue, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu énormément de circonstances qui m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est que j'ai rencontré d'abord une première personne. C'est une femme qui m'a proposé de faire des distributions alimentaires dans les rues de Paris pour les sans-abri. C'était en 2009. Et donc, c'était sur les réseaux sociaux. Elle me demande de faire je réponds à un appel de faire des distributions alimentaires sur Paris pour les sans-abri. Donc je réponds à cet appel, on va sur Paris, on distribue la nourriture aux sans-abri sur Paris. C'est des choses qui sont très courantes dans la ville parisienne. Donc on y va, on distribue la nourriture aux sans-abri. Et de cette première distribution, je sens que c'est quelque chose qui me plaît. Je sens que voilà, j'ai quelque chose à faire dans ça. Je travaille dans l'électricité, je vois que c'est pas trop pour moi, j'ai un peu d'argent, je suis jeune. Et je vois qu'en aidant les gens, finalement, je m'y retrouve. Je retrouve des nouveaux amis, des nouvelles connaissances, des nouvelles personnes, des personnes qui m'emmènent cette fois-ci dans le bon chemin. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est extraordinaire pour moi. Pourquoi? Parce que je rencontre cette femme qui s'appelle Keltoum, je rencontre 3 jours après, une nouvelle personne dans le même secteur, dans le même milieu, un peu comme Héros. C'est pour ça que finalement, son histoire me parle énormément. Parce que dans mon chemin, après, j'ai rencontré que des personnes qui m'ont que élevé dans ma route et qui m'ont poussé à aller à chaque fois au-delà de ce que je faisais. De Keltoum, je suis passé à un autre ami qui s'appelle Rachid, président d'une association qui s'appelle Le Cœur d'Art de Carité, qui m'a aussi également tendu la main, dont je suis devenu vice-président. Et à partir de là, je me suis réellement investi dans l'humanitaire. Donc de 2009, là où j'avais 21 ans, j'ai commencé donc à faire des distributions alimentaires et pendant 3 à 4 ans, on a commencé à faire une distribution alimentaire par semaine, du lundi au dimanche. Ça veut dire que quand on a commencé, on distribue du pain de nuit aux sans-abri. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 10 ans après, c'est un laboratoire que nous avons à l'île Saint-Denis et on distribue plus de
de 1000 repas par semaine. Et pour vous dire, aujourd'hui, on est en train de construire même tout un laboratoire pour les sans-abri sur Paris. Et donc pendant 3 à 4 ans, je fais ça, mais c'est pas mon gagne-pain. J'ai quitté mon métier parce que le métier, comme je vous l'ai expliqué, c'était des escrocs, je me sentais pas à l'aise avec eux. Mais je voulais vraiment que ça devienne mon métier, l'humanitaire. Mais j'avais pas moi je n'y connaissais rien. Un peu comme Héros, t'es là, tu le fais parce que il y a une affinité avec ce que tu fais, mais en même temps, tu n'as pas les compétences théoriques du métier, on va dire. Ça veut dire que j'avais pas les compétences pour aller postuler dans une grande ONG pour vraiment travailler, si c'était mon expérience sur le terrain. Ce qui fait que pendant 3 ans, je travaille, je fais ces actions, mais arrivé un moment où je bloque parce que je ne peux pas évoluer. Du coup, il y a une association qui s'appelle Baraka City qui, à l'époque, en 2013, fait une campagne humanitaire sur les réseaux sociaux qui fait un grand boom et arrive à collecter plus d'1 million d'euros. Et à l'issue de cette campagne, décide d'agrandir son équipe et de me contacter. Ça veut dire que la première personne à laquelle ils ont pensé, c'était moi. Et moi, ça a été une grande surprise, mais en même temps, un aboutissement de mes 3 années d'humanitaire au cœur de la précarité. Ce qui fait, donc, j'ai commencé à Baraka City. Quand j'ai commencé à Baraka City, ça a été une deuxième grande expérience pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à aller à l'étranger, en Birmanie. Donc le papa tout à l'heure il est parti. Voilà, donc j'ai commencé à aller en Birmanie en 2013. Et pour vous dire pourquoi, je me répète beaucoup, mais pourquoi l'histoire de mon pas, parce que vous voyez, quand vous partez du quartier, que vous étiez encore avec vos potes dealers et que vous pensiez à faire 2-3 choses assez bizarres, et qu'à un moment vous vous retrouvez en Birmanie à être responsable de réfugiés qui quittent leur habitation parce que ils sont victimes d'un génocide. Vous dites, mais attends, c'est moi le petit jeune de 22 ans qui est là, qui sort de Montreuil et qui va, je ne veux pas dire être responsable de ses vies, mais quelque part c'était un peu ma responsabilité quand je suis allé là-bas lors de mon premier voyage en Birmanie. En 2013, donc, quand j'arrive sur place, on est 2 humanitaires et on arrive dans les camps. Et là, on voit des milliers de personnes, des milliers de réfugiés face à nous. Et ils nous disent, vous êtes les seules personnes que nous n'avons pas vues depuis des longues années. Et aujourd'hui, on doit vous remettre notre témoignage parce qu'on n'a que vous pour témoigner. Alors en plus, le pire, c'est qu'ils ne savent même pas ce que représente l'Occident ou les frontières. En dehors de la Birmanie, ils ne connaissent rien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les réfugiés en Birmanie, ils n'ont pas le droit de sortir d'un village à un autre. Ça veut dire qu'ils ne connaissent que leur village. Ça veut dire que nous, en accédant à leur village, c'était comme si on avait ouvert une porte qu'ils n'avaient pas vue depuis des millénaires. Et là, donc, nous, quand on arrive, je suis la première personne qui est là, qui reçoit ce témoignage. Et pour moi, qui est là, qui me dit, mais le gars de Montreuil qui est là, qui dit, mais quelle légitimité j'ai moi pour être le porte-parole de ces personnes-là? J'en ai aucune. Mais en même temps, et c'est là où c'est pour ça aussi que j'ai répondu à cet appel, c'est pour dire que on se sous-estime trop. Et ça, notre plus grand défaut, c'est qu'on pense qu'on n'est pas capable. Et si moi je suis allé sur place et qu'on a fait toutes ces actions, en passant par au cœur de la précarité, et puis après la Birmanie, c'est qu'au final, c'est qu'on est capable. Et il y a des personnes qui nous ont montré qu'on était capable. C'est qu'au final, on s'est mis avec les bonnes personnes qui nous ont montré, qui nous ont élevés, qui nous ont dit, voilà, on est capable de faire cette chose-là, on va aller au bout de notre action. Donc on est parti en Birmanie, je suis allé plus de 10 fois. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, mais c'est un pays qui est en guerre, mais j'y suis allé plus de 10 fois. Puis après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme c'est un pays qui subit un génocide, comme la communauté des Rohingyas qui subit un génocide, j'ai été amené à aller à Washington, j'ai été amené à Montserrat, je m'habille comme ça. C'est très très rare. Mais j'ai été amené à aller à Washington, j'ai été amené à l'ONU pour témoigner. Et c'est assez drôle parce que jamais dans ma vie j'aurais imaginé aller à l'ONU, m'asseoir et témoigner, parler au nom d'une cause, représenter quelque chose d'important. Dans ma vie aujourd'hui, je peux dire à ma mère,
regarde maman, ton fils il est à l'ONU. Il a parlé. Et ça, c'est revenir dans un quartier et dire que regardez, on peut aller à l'ONU, on est capable de, nous aujourd'hui, d'être responsables et de porter les choses, c'est quelque chose de fort. C'est rien que pour cette chose-là que j'ai envie de venir dans les quartiers et pour dire qu'on est capable d'eux. Et on ne sait pas, je ne me suis pas arrêté à l'ONU, parce que en pensant qu'on peut croire que oui, on a dans l'ONU, c'est une finalité, mais non. Pour moi, c'est juste une symbolique, mais ça montre que voilà, on défend une cause, et c'est que cette cause-là, au final, quand on démarre du quartier et qu'on va à l'ONU, c'est que la cause elle avance, et que notre chemin, même s'il est parsemé d'embûches, eh ben, on gravit les échelons. Et l'ONU, c'est juste une étape. Malheureusement, dans mon parcours, modeste parcours, en 2015, donc j'ai dû... il a failli s'arrêter, effectivement, malheureusement. Donc je me suis fait arrêter au Bangladesh. J'ai été emprisonné. Alors c'est une période qui a été difficile, mais comment je pourrais la traduire très brièvement, sans rentrer dans les détails. Je vais vous faire un peu une métaphore et vous allez un peu comprendre. En fait, donc mon combat pour les Rohingyas, il dure de 2013 à 2015. Donc pendant 2 longues années, je vais pendant de nombreuses reprises en Bangladesh, en Birmanie, à Washington, à l'ONU, je fais de nombreux voyages, de nombreuses conférences en France et à l'étranger pour faire parler de cette cause, pour qu'on puisse entendre parler des Rohingyas. En vain, la communauté des Rohingyas reste toujours affaiblie et malheureusement peu aidée. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en 2015, lors d'un dernier voyage humanitaire, je me fais arrêter, emprisonné au Bangladesh, parce que j'étais uniquement parti pour aider ces personnes-là. Quand je me fais arrêter, donc je vais en prison. Alors pour moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais connu. Et ce qui est drôle, c'est que j'aurais pu imaginer ou me dire que j'aurais pu aller en prison quand j'étais jeune avec mes amis, quand on faisait nos bêtises, et j'y suis jamais allé. Et pourtant, dans mon entourage, je peux vous dire que tous mes amis proches, ils sont partis en prison, tous. Je suis le seul, j'étais le seul, pardon, qui n'avait pas connu la prison. Et j'ai connu la prison, mais pour une bonne cause. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté pour moi de dire à mes amis, on est parti à la prison, mais pas pour les mêmes choses. Pas pour les mêmes causes. Du coup, quand je suis rentré en prison, en Birmanie, le message que j'ai à faire passer à travers cette épreuve que j'ai vécue, c'est que je me suis battu, j'ai longtemps parlé, j'ai longtemps crié, en vain. Mais c'est lorsque je suis rentré en prison que cette parole, elle s'est propagée. Ça veut dire que c'est de par mon enfermement qu'on a pu entendre parler de cette cause. On a certes entendu parler, oui, il y a un humanitaire français qui est en prison, mais on a surtout entendu, il y a des Rohingyas qui se font persécuter en Birmanie et au Bangladesh. Donc, par le sacrifice d'une personne, parfois, on peut avoir des très belles victoires. C'est pas parce qu'on souffre que derrière, comme on dit souvent, il y a derrière un mal, il se cache un plus grand bien que le mal que vous vivez dans l'instant T. Et c'est exactement ce que j'ai pu vivre quand j'étais en prison, parce que je ne comprenais pas. Et là, j'étais en train de ressasser ces 2-3 années que tu as vécues, que tu vas peut-être souffrir un peu ici, mais regarde ce qui se passe derrière. Par la suite, j'ai pu créer mon association quand j'ai été libéré de prison, 2 mois après. Donc on a créé une association qui s'appelle Banny Street. La petite histoire avec Banny Street, c'est quoi? C'est que quand j'ai été libéré, j'ai pas totalement été libéré, je suis resté 5 mois sur le territoire. Et en fait, Banny Street, ça veut dire enfants des rues. C'est-à-dire pendant les 5 mois, j'étais avec les enfants des rues, je les côtoyais, j'étais avec eux. On a fait c'était plus ou moins ma 2e famille sur place. Et du coup, je les ai adoptés, on a fait un orphelinat sur place, avant que je puisse rentrer en France. Et jusqu'à ce jour, je continue à les suivre, ils sont avec moi. Ils sont même là sur mon téléphone, ils sont tous là. Et donc du coup, on continue à les suivre. On continue à les suivre depuis 3 ans, donc depuis 2015. Et donc il y a 1 an de ça, on s'était dit, depuis 2009, on s'occupe des sans-abri en France, mais concrètement, on n'a rien fait pour eux. Il faudrait vraiment faire quelque chose pour eux. Et avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, que nous avons acquis, on est capable de faire quelque chose.
Et à partir de là, à partir de ce constat et de notre expérience, on s'est dit, il faut vraiment mettre les moyens et on va faire quelque chose. Donc il y a 1 an, on a ouvert un centre pour les MNA. Les MNA, c'est les mineurs non accompagnés. C'est les migrants qui quittent l'Afrique subsaharienne ou du nord de l'Afrique, du Maroc, de l'Algérie, du Congo, du Cameroun, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 mois de ça, j'étais en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, donc on a un accueil de jour, on s'occupe de migrants. Et les migrants que nous accueillons, malheureusement, ils ont tous connu des parcours migratoires très difficiles. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe dans les prisons libyennes. Mais là, même ce qui se passait avec la fille, là, Carola, celle qui a accosté 30 migrants en Italie. Dans le bateau, voilà. Les gens qui sont dans le bateau, on s'occupe d'eux. Voilà. On s'occupe de ces personnes-là en France. Donc depuis 1 an, on a ouvert un centre pour ces personnes-là. Notre objectif, c'est de leur trouver du travail, des patrons. Et bien évidemment, c'est de l'insertion, arranger leur situation, qu'ils aient un titre de séjour, de l'insertion professionnelle. Et l'ironie de ça, c'est qu'aujourd'hui, on trouve des formations en électricité, chose que je ne faisais pas moi, mais que je propose aujourd'hui à ces jeunes-là. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on a 87 jeunes que nous suivons depuis 1 an. On a obtenu plusieurs titres de séjour, plusieurs formations. Donc voilà, c'est une grande réussite. Au bout de 3 ans, moi, je me voyais. Quand j'étais en prison, jamais de ma vie, j'aurais imaginé qu'aujourd'hui, j'allais avoir un centre, que nous allions avoir un centre, que nous allions aider des migrants, que nous allons avoir un orphelinat. Aujourd'hui, on est en train de construire un 2e orphelinat au Bangladesh qui coûte plus ou moins 800 000 €. On a collecté plus ou moins 600 000 € aujourd'hui. Et en France, on a collecté à ce jour pour le nouveau centre des migrants plus de 300 000 €. Donc c'est des sommes qui sont énormes, mais tout simplement pour dire qu'on est capable. Quand on veut, on peut. Mais le problème, c'est que quand on était à l'école, on ne nous a jamais dit qu'on pouvait. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais essayé. Et quand au final on s'est mis avec les bonnes personnes, on a compris qu'on pouvait. Et moi, au final, mon parcours m'a montré que quand on essayait, quand on est audacieux, quand on a le courage, eh ben on peut gravir des montagnes et on peut aller vraiment très loin. Et j'espère que mon parcours et ce que je vous raconte aujourd'hui, ce n'est que le début, pas la fin d'une histoire, et que j'aurai encore beaucoup à vous raconter pour les fois à venir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà, on peut l'applaudir bien fort. Franchement, on peut l'applaudir bien fort. Je vais vous dire une chose. Moussa, il habite à Montreuil. Il est venu en transport en commun. Vous savez ce que c'est que le RERC dans nos coins, dans nos régions, ici. Donc il a payé un prix pour venir ici. Il a payé un prix parce que je l'ai invité, mais surtout moi je l'ai invité parce qu'ici on est à Jules Vallès. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'entendre des messages comme celui de Moussa ou de Héros, parce qu'on est dans un quartier où on aimerait effectivement qu'il y ait peut-être que les jeunes puissent aussi s'en sortir, qu'ils puissent faire d'autres choses, effectivement, que d'être là comme ça, etc. Donc il l'a fait vraiment par amour. Franchement, moi je vous le dis je vous le dis vraiment, il l'a fait par amour. Héros est venu. Il a fait par amour, même si tu es venu en voiture, Héros, voilà, ton sacrifice quand même, tu as payé de l'essence, hein. On connaît le prix de l'essence en ce moment, on va pas rappeler les gilets jaunes, hein, mais voilà, en tout cas ils ont payé un prix pour être là, et vraiment je vous remercie beaucoup, je vous remercie aussi d'être venu. J'aurais aimé qu'il y ait davantage les jeunes du quartier, mais on va aller les voir en sortant d'ici, on va aller les chercher. Oui, mais bon. Après c'est le début, c'est qu'une première action, voilà, que l'on fait. Norbert Santin est là, d'autres sont venus, etc. C'est qu'une première action, mais voilà, il y a le potentiel pour parler à ces jeunes et pour leur faire prendre conscience de leur potentiel, mais aussi de qui ils sont. Parce que souvent, on a grandi dans des quartiers où on nous a projeté un objectif dans la vie, et en même temps, il faut aussi servir d'exemple aux jeunes de quartier. Et pourtant, quand on me voit comme ça, on n'a pas l'air que j'ai pas l'air de venir d'un quartier, et pourtant, et on a des choses à dire, on a des choses à transmettre. Nous tous qui sommes là, ce que moi je vous demande, c'est avec tout ce que vous avez entendu ici, vous avez vu le potentiel. Ce qui fait Moussa, c'est pas rien. Je vous le dis, hein, il y a des associations qui se battent chaque jour pour avoir des dotations. Vous savez qu'on baisse parfois le prix des dotations pour certaines associations. Et lui, il fait ça tout seul. Je veux dire, il reçoit des dons. Vous allez sur le site, hein, Bani Street, hein, c'est marqué. À chaque seconde, vous voyez les dotations qui montent. Vous voyez les dons, pardon, qui montent. Donc, il y a un potentiel énorme.
et on est capable de construire des grandes choses. Et à Saint-Germain-l'Arpajon, on va continuer de faire des choses. On va continuer. C'est qu'une première réunion, on va en faire d'autres pour stimuler la jeunesse. Et vous qui êtes ici, ce que je vous demande, c'est de, quand vous croisez les jeunes, il faut leur dire, écoutez, la réunion qui était là, c'était une super réunion, pourquoi t'es pas venu? On va en faire d'autres, il faudra que tu viennes, etc. Donc merci beaucoup d'être venus, les quelques jeunes qui étaient là aussi, merci d'être venus. Et on se retrouve une prochaine fois pour une autre réunion. Voilà. Si vous avez des questions à poser à Moussa et à Héros, n'hésitez pas autour du barbecue qu'il y a dehors. Bon voilà, le Festivalet c'est un bon événement, on est content d'être là, Moussa et Héros sont contents d'être là. On va manger un petit peu avec tout le monde, n'hésitez pas à aller vers eux pour leur poser des questions à comment ça s'est passé. Moi aussi j'ai tel projet, etc. Comment est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider, etc. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence, merci à Norbert d'être venu, merci à Moussa et à Héros d'avoir payé le prix d'être venu loin dans notre 91 zone 6 de la SNCF au village. Je faisais beaucoup de tensions, mais j'ai fait un effort d'être là parce que Alexandre, en tant que directeur du centre, il nous soutient dans beaucoup de soucis et de problèmes. Et comme le maire du quartier aussi, il est super gentil, grâce à lui, on nous fait rénover les bâtiments et tout. Et puis il a bien bossé dans le quartier. Et s'il nous appelle la nuit, que ce soit la journée, on est là à leur disposition. Même si on travaille, on prend la journée pour venir pour leur personne. De toute façon, tout ce que vous venez de dire là, c'est pour le bien de nos enfants et de nos arrières. On essaie aussi d'être comme ça pour mieux encadrer nos enfants. Tout ce que vous venez de nous dire là, ça nous encourage aussi. Et on vous remercie infiniment. Tout le monde me dit ça. Mais ouais. Oh, c'est vrai en plus. Merci Alexandre. C'est très bien, merci à vous. Donc Alexandre, directeur du centre ici qui gère cette... Disons-nous les choses avec monsieur Alexandre. Bah, merci à vous. Directeur du centre culturel Berthe Morisot à Saint-Germain-l'Arpajon. On a un événement avec madame, mais bon. Ok. Parce que là on a tous les jeunes justement qu'on connaît qui vont. J'en ai emmené un, c'est pour ça que je suis parti, j'ai pris vite fait la bécane. On est chercher des saucisses, ils restent avec nous. Okay. Parce que en fait ils sont pas. Il y en a qui j'ai parlé. Ils vont aller manger, tu vois. C'est ça. Donc c'est pour ça. Dites-nous un peu votre ressenti et pourquoi avoir organisé cet événement. Eh ben il faut positiver un petit peu dans les cités. Il faut arrêter de voir le verre à moitié vide, comme on dit souvent. Et il y a des belles choses. Et là, on a Omar, qui est un joueur international qui a aidé les enfants à jouer au foot. On a les mamans qui tiennent le barbecue. Et c'est fait sans aucun retour. C'est fait naturellement juste pour partager, juste pour donner. Et voilà, il y a des belles choses dans les résidences et il faut le savoir. Parce que le centre est très animé. Moi qui viens de Grigny, là-bas, tout là-bas, c'est vrai. Il y a des animations. Il y a des animations aussi à Grigny. Mais je constate qu'il y a beaucoup d'animations aussi ici, toi. Là, c'est Festivalet, c'est une première pour nous. Hein, donc j'espère qu'il y aura plus de monde l'année prochaine. Mais ouais, là, il y a vraiment tous les gens qui viennent nous voir, qu'on suit, hein, comme la dame a dit tout à l'heure, qu'on suit sur des projets de vie, sur des projets professionnels ou scolaires. Donc on les connaît très bien. Et c'est vrai que pour nous, on a une position stratégique, c'est-à-dire qu'on fait le lien justement avec ces histoires de vie et l'image. Et souvent il y a un décalage entre l'image et les histoires de vie. Et en fait les histoires de vie elles sont belles, il faut les montrer. Voilà. T'as pas essayé en Belgique? Derrière. Je n'ai pas essayé, mais après là je suis en contact avec un autre agent de Richard Lucin qui joue à Everton en Brésil. Du coup on est en train de voir si ça peut aboutir à quelque chose. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Ah ouais, tout le coton fait plus tard. Ok. Tu savais pas? Non. Donc bon, tu es face à la caméra, donc tu vas t'exprimer. T'en es où dans ton parcours? C'est comment ça se passe? Alors, je vais vous expliquer un peu de mon parcours. Moi, j'étais au Portugal, un club qui s'appelle Estoril Praia. Actuellement, ils évoluent en Ligue 1. Au cours de l'année, j'ai fait 3 ans là-bas. Après mes 3 ans, je suis revenu ici en France pour rejoindre mon père, auquel j'ai pu intégrer l'AS Corbeil-Essonnes Football, un club qui évolue en DHR. Et
après, j'ai pu faire un transfert à JA Drancy, parce que mon coach, il avait une relation avec le club. Et il voyait que mon niveau était au-dessus des autres. Il m'a fait transférer à JA Drancy. À JA Drancy, j'ai fait mi-saison. C'est là que l'AS Monaco m'ont recruté. J'étais à l'AS Monaco pour 3 ans, fin de contrat. Fin de contrat, j'ai eu une proposition de jouer aux États-Unis. Et actuellement, je suis aux États-Unis à Brooklyn Italians, auquel j'ai évolue en NPSL, National Soccer Premier League. Et du coup, tout se passe super bien. Est-ce que vous avez les mêmes sensations que moi lorsqu'il prononce tous ces mots-là? On est content, comme si c'était notre fils. Vraiment. Bah oui. C'est vrai. En plus, il vient ici, tu vois, à Jules Vallès. C'est même pas comme s'il débarquait au Bosquet, à Clichy-sous-Bois, tu vois. Il a un attachement avec le 91 et il vient rendre service en initiant un petit peu les jeunes au foot. Il y a Julio qui joue au foot ici à Saint-Germain-les-Arpajon. Julio, faut percer dans le foot. Hein. Tu vois, il y a des mecs qui percent, ils vont même à l'étranger pour percer, tu vois. Ah, c'est génial. Julio, qu'est-ce que tu penses du frère Omar, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de Omar? Qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce que tu as envie d'avoir son parcours? Ah oui, mais pas en tant que goal, en tant que joueur. En tant que joueur? Mais un goal, c'est un joueur aussi? Bah oui, mais dans les buts, pas sur le terrain. Ok, d'accord. Magnifique. Du coup, ouais, ça fait plaisir parce que c'est des jeunes qui ont le même but que moi. Et parfois, ça me motive même de jouer de temps en temps avec eux dehors. Ils sont sympas, c'est des gens. Du coup, cette initiative-là aujourd'hui, rien que pour les mots de la maman à la fin, est-ce que ça valait pas le coup de faire 2 heures de route là? Franchement, ça valait le coup. Ça valait le coup parce que tu vois, Jules Vallès, c'est un quartier qui est assez enclavé et qui ne présente pas les mêmes caractéristiques que les cités habituelles qui sont proches de Paris, tu vois, ou même qui sont à l'intérieur de Paris, style dans le 19e Cambrai, etc. Tu vois. Là, t'as la problématique de Galène et tout pour les aider, tu vois, en fait c'est surtout les aider en fait à prendre conscience de qui ils sont et du potentiel qu'ils ont. C'est pas tu viens, tu donnes des conseils parce que sinon en fait ça devient de la parolote, quoi, tu vois. Ou bien tu te donnes le bon rôle. Ou genre tu vois, c'est comme si toi t'as tellement compris les choses, genre t'es orgueilleux, t'es fier. Non. Nous on sait d'où on vient. Moi j'ai grandi dans le 92 avec les réalités que j'ai pu connaître, etc. J'étais pas le gros bonnet du quartier, j'étais pas un fou, etc. Mais j'ai eu un parcours quand même qui m'a été préjudiciable parce que j'ai vécu dans un quartier et moi je veux pas en fait qu'ils vivent la même chose ou alors même s'ils sont dedans mais qu'ils sortent le plus vite en fait, tu vois, de cet engrenage. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette initiative de faire cette réunion à l'intérieur du Festival S, le forum d'inclusion sociale que moi je porte avec notre association et qu'on fait un peu partout à l'EPI. De toute façon tu connais Aboubacar, tu as déjà participé au truc qu'on fait. Héros aussi, il y a une semaine on était à l'EPI de Marny-les-Compiègnes par rapport à un forum qu'on faisait par rapport à l'addiction et donc on a parlé de drogue. Héros on a parlé aussi parce que dans les cités la drogue c'est aussi un problème que ce soit dans la vente ou dans la consommation et donc voilà, Moussa aussi a fait le déplacement, il nous a honoré de sa présence, je le dis clairement, franchement Moussa merci d'être venu, tu m'as honoré de ta présence et on va se rendre l'ascenseur parce que Paris c'est un petit milieu et les actions c'est de l'entrepreneuriat. Pour moi j'appelle ça de l'entrepreneuriat de quartier sans vouloir en fait essentialiser autour des quartiers comme si on n'est que des gens de quartier. Non, on n'est pas que des gens de quartier, mais il y a un entrepreneuriat qui vient de ces cités parce qu'on n'attend rien malheureusement des pouvoirs publics. Certains ils font ce qu'ils peuvent, certains ne font rien du tout et on n'attend rien des pouvoirs publics. On est des self-made men entre guillemets de quartier et on fait ça pour les jeunes et on ne demande pas un sou. Et on se déplace à nos propres frais et c'est pour ça que je suis content et je suis honoré que vous soyez venus. Donc voilà, c'est des actions qu'on va continuer à perpétrer à Saint-Germain-les-Arpajon et dans les alentours, quoi. Moussa, RERC 2 heures, 35 degrés. C'est comme moi. J'ai toujours la veste. Voilà, comme ça cache la transpiration. Ça cache. C'est pour que tu puisses voir. Voilà. C'est ça. Tu t'es pas mal livré là. Il y a des trucs que je ne savais même pas sur toi. Ouais, non, mais voilà, justement, c'est ce que tu comprends au montage, tu vois. Mais non, après, bon, moi, c'est aussi important. J'aimerais bien faire ça dans mon quartier. Franchement, c'est des choses que j'aurais aimé faire dans mon quartier. Quand j'ai publié dans les réseaux sociaux, ils m'ont dit ouais, pourquoi tu viens pas à Saint-Denis, pourquoi tu viens pas à Blanc-Ménil. Et je leur ai dit, faudrait l'organiser. On a des personnes qui... on est capable d'organiser des concerts, des festivals pour amener des rappeurs. Mais quand c'est pour... je ne vais pas dire prêcher la bonne parole, parce que comme il le dit, on ne veut pas se faire passer pour ceux qui ont tout compris, mais justement faire des... Bon, au moins dans les festivals, aussi faire des groupes de parole
pour parler pas que du rap, mais parler aussi du parcours de jeunes qui ont souhaité qu'ils sont du quartier. Et moi, voilà, ça me parle, parce que d'autant plus parce que je viens de quartier, d'autant plus parce que mon histoire parle à beaucoup de jeunes de quartier. Et moi, j'aimerais, bon, même si je parle beaucoup aux jeunes de mon quartier, mais j'aimerais, voilà, leur partager mon histoire avec mes tripes, tu vois. Et puis voilà, si j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Et même si aujourd'hui c'est ici, très loin de mon quartier, mais c'est des choses que j'aimerais répéter parce qu'il en faut, tu vois. Moi, j'aurais aimé que quand j'étais dans la difficulté dans mon quartier à l'époque, que des personnes qui auraient eu mon parcours de vie viennent et me dire, voilà, regarde, moi j'ai fait ça dans ma vie, je venais de ton quartier, et puis c'est pas pour autant que j'ai pas réussi, tu vois. Et je trouve que c'est des choses qui servent énormément, tu vois. Et c'est ce qu'on a malheureusement manqué, nous, à l'époque. Et comme j'expliquais tout à l'heure dans mon discours, c'est qu'on manque beaucoup d'audace dans le quartier. On a beaucoup d'audace pour faire des choses mauvaises, mais pas pour faire des choses bien, malheureusement. Donc voilà, ça serait bien qu'on ait des contre-expériences qui nous montrent et qui nous prouvent que, avec du courage, qu'on est capable de faire beaucoup de bonnes choses. C'est ça. Monsieur Héros, l'homme très expressif. Pour moi, carrément, j'ai l'impression que tu faisais du... Carrément, mais c'est une bonne chose, hein, t'as vu. T'as des qualités de faire du théâtre, carrément. Tu vois, c'est magnifique. On va réfléchir à ça. Et c'est quoi ton ressenti par rapport à... Parce que tu t'es beaucoup livré là aujourd'hui. Ouais, au fait, j'ai beaucoup... Déjà le thème en lui-même me parlait énormément et je me voyais, moi, dans chaque mot de ce thème. Et même là, être là et avoir été présent dans cette salle pour pouvoir donner mon témoignage, en gros, c'est pas tout le temps, c'est jamais facile de se livrer comme ça, cœur ouvert. C'est ça, parce que je t'ai senti à des moments donnés, il y a des choses que tu t'es dit dans ça, je vais pas le dire. Parce que là, moi je rentre dans trop de détails. J'ai vraiment été touché et je remercie déjà encore une fois M. Kazi d'avoir organisé cet événement. Parce que c'est important qu'à un moment donné, que ces jeunes puissent se sentir, je dirais au-delà même de se sentir aimés, mais de se sentir compris. Voilà, ça c'est ce mot-là que c'était que ces jeunes comprennent qu'on les comprenne. C'était plus ça que j'avais envie de faire passer comme message. Très important. Et surtout, au-delà de ça aussi, parler aussi aux parents. Parce que j'ai vu que tu t'es beaucoup adressé aux parents, l'entourage. C'est ça. Regardez ce que vos enfants font. Parce que moi-même aujourd'hui, après être passé par là, aujourd'hui je suis père, je suis parent et c'était important de aussi m'adresser aussi aux parents et à tout le monde parce que finalement, je crois que c'est important. Je suis même ému là. Si, mais je vois ça. Vous trois, pour finir, j'ai une dernière question. Après, je vous embête plus. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas si longtemps, on a fait un débat sur Grigny. D'ailleurs, je crois que tu étais là, Rudy. Je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus si c'est ce débat-là ou un autre. Il y a un jeune qui m'a dit une phrase qui m'a choqué jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, nous, tant qu'on ne voit pas, on ne croit pas. C'est-à-dire, tant qu'on ne voit pas des gens comme nous qui sont arrivés à quelque chose, nous, on croit que ça n'existe pas. Et vous pensez qu'aujourd'hui, la démarche que vous faites et d'autres démarches encore, c'est-à-dire des gens issus des quartiers qui, à un moment donné, vont parler à des petits quartiers, est-ce que c'est pas une démarche qui, en vérité, devrait être obligatoire au vu de comment certains de nos petits grandissent aujourd'hui? Moi, je pense que la démarche, en fait, elle doit s'inscrire en fait dans une démarche d'intérêt public, tu vois. Mais donc, qui dit intérêt public dit humanisme en fait. C'est-à-dire en fait, quand on regarde les jeunes, on doit se voir au travers d'eux. Et donc ce n'est qu'à ce titre qu'on doit se dire, moi si j'ai vécu telle situation, si je suis passé par tel chemin, il ne faut pas que ces gens le vivent en fait. Il ne faut pas que les petits vivent. En fait, il faut qu'on réagisse avec les jeunes de quartier exactement comme on réagirait avec nos propres enfants. Moi c'est clair, mon gamin, j'ai pas envie qu'il vive les choses que... Après, ça lui met peut-être une pression supplémentaire parce que je vais regarder et tout, tu vois, je vais vraiment mettre la... Tu vois, mais c'est l'amour en fait, tu vois. C'est de l'amour. Et moi, je trouve que dans les quartiers, on joue trop souvent des rôles, on fait trop, tu vois, des mimiques, tu vois, on est là, on roule des mécaniques, on se la raconte, etc. Et à côté, la dimension humaine, là, le côté même de l'amour, eh ben on le cache parce que ça fait pas mec de quartier, tu vois, d'aimer les gens, tu vois, de dire que j'aime. Alors que l'amour, c'est la base de tout. C'est l'amour qui va sauver les jeunes de quartier. Et cet amour-là, on ne peut pas l'attendre, en fait, en tout cas de certaines personnes dans les pouvoirs publics, parce que eux, l'amour, c'est pas leur mood, en fait. C'est pas le moyen par lequel ils fonctionnent. Ne serait-ce qu'à cause des expériences mauvaises que nous, on a vécues,
c'est par l'amour qu'on va aider ces jeunes à le faire. Donc il y a la démarche du volontariat. Je pense que ça devrait, je sais pas si ça devrait être obligatoire, mais au moins, tu vois, cette prise de conscience d'aider la jeunesse, elle doit être obligatoire. La prise de conscience d'aider la jeunesse, ça doit être obligatoire. Maintenant, après, le fait d'aller sur le terrain et de faire, je dirais que ça appartient à chacun, mais si déjà il y a des initiatives comme toi, comme nous, ce qu'on fait, etc., à un moment donné, les gens vont ouvrir les yeux. Et moi, je lance aussi un appel, tu vois, à tous les rappeurs qu'on a connus dans notre jeunesse, qui racontaient des choses extraordinaires, qui revendiquaient les difficultés dans les quartiers, qui avaient un discours éminemment politique. Ce discours, il est où aujourd'hui? Normalement, c'est eux, vu que leur carrière, c'est plus trop comme avant, ça devrait se transformer en un engagement entre guillemets politique pour parler à cette jeunesse et pour qu'il y ait un mouvement dans les banlieues de conscience, tu vois, et de confiance pour pouvoir prendre sa place dans la société, tu vois. Moi, j'en appelle à nos rappeurs, ceux avec lesquels on a grandi, les sons avec lesquels on a grandi, de rejoindre ce mouvement des self-made men de quartier pour vraiment construire vraiment quelque chose de fort au niveau de la jeunesse des quartiers. Moi, je lance un appel, je te dis. Les gars, vos mots. Il a lancé l'appel là. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Merci à vous alors. C'est moi qui vous remercie. Merci à toi. Merci.